Mais nous, on parle de politique, d'environnement, sur des réseaux sociaux avec un algorithme qui pousse pas ça. Donc, on essaye de contrepasser en faisant des trucs hyper interactifs. Donc, il faut que les vidéos aillent assez vite, il faut qu'elles soient pas trop lentes. Avec une élévation de température de 2 degrés, vous avez plus d'1 milliard de gens sur Terre qui vivent dans les conditions d'un hammam permanent dans la journée. Pour la première fois, on commence à sentir les conséquences du changement climatique. Drill, baby, drill. On n'a jamais fait aussi chaud et on n'a jamais parlé si peu du dérèglement climatique. J'avoue que je n'ai plus peur maintenant de parler de fin du monde. I don't want you to be hopeful. I want you to panic. Il y a une comète qui fonce droit sur la Terre. Il y a 100% de risque d'impact. Déter, un podcast de Sandrick Evrarts. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 5e épisode de Déter. Je profite de ce début d'épisode pour remercier le magazine Imagine demain le monde qui relaye mon travail, aussi bien sur son site internet que sur ses réseaux sociaux. D'ailleurs, dans ce nouvel épisode, on va enfin aborder le thème des réseaux sociaux dans le contexte de la crise climatique. Pour la première fois, je tends le micro à une activiste, une militante climatique qui a été très présente sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les médias durant ces 6 dernières années. Au moment où je tourne cet épisode, en plus d'être activiste à plein temps, Adélaïde Charlier est aussi chroniqueuse occasionnelle pour la Libre Belgique et invitée hebdomadaire d'une émission de Bel RTL, Vous êtes dans le journal. Si elle fait cela, c'est pour, je la cite, se faire entendre là où on ne l'attend pas. C'est justement en m'incrustant dans les bureaux de RTL, juste avant un passage à l'antenne de Adélaïde Charlier, que j'arrive à décrocher 30 minutes avec elle. Pour débuter l'entretien, je décide de partir de là où tout a commencé, les marches pour le climat en 2019. Ce que nous faisons depuis 7 semaines est incroyable. La Belgique montre l'exemple. C'est une année où tout commence à exploser pour toi. C'est une année de folie en fait. Et alors, est-ce que c'est facile justement à ce moment-là d'interagir avec les médias, de faire passer un message, ou est-ce qu'au contraire on est dans le feu de l'action et on ne sait pas où donner de la tête, on ne sait pas comment faire passer son message? Je pense qu'en 2019, on est dans un momentum tellement fort, puissant, que même moi, je sais pas comment gérer la presse, tellement il y a trop de presse. Il y a une grande réaction, pas que de la presse belge, de la presse européenne, voire internationale, parce que on était les premières grèves pour le climat après Greta, mais nous, massivement présentes dans les rues. Du coup, ça a intéressé la presse française. Donc, je veux dire, après quelques marches, j'ai été sur le plateau du quotidien à Paris, ce qui n'a aucun sens aujourd'hui, enfin, c'est une dinguerie. Il y avait France Inter qui s'était déplacé, France Culture, qui était venu jusque dans mon école à Namur, enfin, tellement ils voulaient des interviews. Donc, plein d'interviews cultes françaises qui étaient venues. Il y avait aussi des articles espagnols qui avaient été écrits, donc El País, etc., qui avaient écrit des articles, de New York Times. Enfin, c'était vraiment overwhelming, vraiment une grande présence de la presse parce que c'était exceptionnel et qu'il se passait pas vraiment au tout début, il n'y avait pas ce mouvement dans les pays voisins et du reste du monde. Donc c'était vraiment genre ce qui est clé en Belgique, on est vraiment pionniers. Greta a commencé, mais nous ce qu'on a amené c'est la question de la masse quoi. Donc ouais, hyper overwhelming les premiers mois et après ça a été renversement de tendance où c'est plus la presse qui nous appelle mais nous qui appelons la presse. Enfin, on ne les appelle pas, mais on se demande en fait comment on interpelle la presse, comment on les intéresse. Et du coup, ça devient toute une stratégie, tout un enjeu de voir comment dans notre message, dans nos actions, dans notre manière de nous organiser, ça peut intéresser la presse. Et donc, ouais, ça, on est aujourd'hui dans des stratégies qui sont beaucoup moins chouettes ou libres que quand avant, il y avait dans tous les cas la presse qui était là, quoi. Donc on peut dire que oui, tu es un peu passé de la meuf du climat et de la Greta Thunberg nationale à justement une figure plus peut-être mature et qui montre une certaine responsabilité par rapport à la jeunesse, etc. Donc tu as un changement, comme tu le dis, un changement d'image dans les médias. Aujourd'hui, comment tu entretiens tes relations avec les médias? C'est important pour toi d'entretenir des relations avec les médias? Oui, c'est essentiel. Comme toute personne qui veut faire passer un message, et puis
tout mouvement. Surtout ici, c'est en pied, une porte d'entrée que j'ai pas seule, que j'entretiens pas seule, évidemment. On est plusieurs à entretenir des liens avec les médias pour pouvoir s'assurer que le message des jeunes qui sont engagés pour les questions climatiques soit entendu et soit propagé dans les cercles que nous, on peut pas toucher. Donc ici, c'est vraiment la question des médias traditionnels qui reste hyper essentielle pour nous parce que justement, peut-être que notre génération, nos groupes, nos communautés sont plutôt sur les réseaux sociaux. Du coup, genre, toucher les médias traditionnels, ça reste vraiment encore important pour nous, pour élargir nos cercles. Donc, c'est la presse écrite, mais c'est aussi la radio, la télé. Et ça, cette relation, on la garde avec des journalistes qui sont touchés, ou alors en restant dans des émissions, mais comme ici à RTL, du coup, toutes les semaines, hebdomadaires, ou alors j'écris des chroniques pour La Libre toutes les 6 semaines. C'est le type de lien qui est essentiel pour nous de garder pour pouvoir avoir une présence médiatique qui permet une présence publique et donc d'imposer un message qui est aujourd'hui plus traité dans les médias. Tu prends un peu aussi le rôle de journaliste finalement. Tu te dis, il y a des choses que les journalistes disent pas et donc moi je dois les dire. Ouais, c'est clair. C'est clairement ça le but, parce que sinon moi j'ai pas d'intérêt d'être dans la presse. Il y a pas de but pour moi personnellement d'être dans la presse. Le seul but c'est d'amener un sujet s'il a pas été traité. Donc là pour le moment par exemple c'est de me dire ok, il se passe plein de choses à un niveau européen. On est en train de revenir en arrière sur plein de politiques environnementales et donc comme on n'en parle pas littéralement, d'abord j'adresse le message aux journalistes en disant juste parlez-en, genre ça serait cool. Et si ça se passe pas, je suis en mode moi je veux bien venir en parler quoi. Et donc du coup on impose le message en venant nous-mêmes traiter ça. Mais c'est mieux si le journaliste le fait parce que déjà moi je suis pas journaliste, donc aussi j'arrive avec un biais, genre je suis activiste avec un but de beaucoup plus d'ambition environnementale, avec une position très claire. Donc c'est pas le rôle d'un journaliste. Et je peux décrypter l'information, mais c'est un travail en lui-même. Donc ouais, aujourd'hui, j'ai pris ce rôle, mais c'est un job, quoi, de pouvoir bien décrypter les politiques. Et ensuite, moi, ce que j'amène en plus, probablement des journalistes, c'est OK, du coup, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Comment on interagit, comment on réagit, c'est quoi les différentes options. Et là, je pense que j'ai beaucoup plus de liberté qu'en journaliste. C'est pour ça que c'est chouette aussi de laisser de l'espace à des personnes comme nous, activistes, parce que on peut vraiment offrir aux citoyens des endroits où ils peuvent se retrouver, s'organiser, s'engager. Et donc, on leur offre un peu le médicament face à l'anxiété que les médias peuvent créer, quoi. Si Adélaïde Charlier sent le besoin d'intervenir dans les médias belges, c'est donc, vous l'aurez compris, pour combler un manque d'informations climatiques, un manque d'informations lié aussi aux solutions pour lutter contre le réchauffement climatique. Pour elle, en 2025, la presse belge passe à côté d'informations essentielles. C'est vrai que j'ai fait mes recherches et que j'ai vu que ni à la RTBF, ni à la ligne, ni au soir, la directive Omnibus dont tu as parlé, elle était vraiment dans les médias. Non. Et là, le seul un peu contenu belge qu'on retrouve, en fait, c'est ta chronique à la Libre qui en parlait. Est-ce que justement tu te dis, en fait, ils font pas du tout bien leur boulot, les médias, qu'est-ce qu'ils attendent pour en parler plus? Parce que c'est quand même quelque chose d'énorme pour toi et c'est quelque chose qui est quand même assez grand. On démantèle le Green Deal presque. Donc, est-ce que ça te frustre pas? Tu te dis pas, mais allez, il faut se bouger là, les journalistes font pas assez bien leur boulot. Je sais pas si c'est pas assez bien, mais en tout cas, ils sont en train de passer à côté d'informations essentielles. C'est que 80% des politiques environnementales viennent de l'Europe. La presse belge ne se concentre pas assez sur l'Europe. Donc, on est en train de pas du tout suivre ce qui se passe en termes de politique environnementale. Pas assez, en tout cas, ou alors de manière trop tard, quand c'est le moment de l'appliquer. Bref, donc on la suit pas. Et aujourd'hui, on est en train de revenir en arrière sur toutes ces politiques. Sur 80% de nos politiques environnementales. Enfin, c'est énorme. Et donc, les journalistes aujourd'hui sont en train de passer à côté de ça. Et donc, c'est pour ça que nous, on est en mode, si vous en parlez pas, nous, on va en parler. Mais c'est pas notre rôle. Genre, et c'est pour ça que c'est essentiel. Et c'est là où ça affaiblit, du coup, aussi le sujet, et en général, le journalisme, parce que ça doit pouvoir être traité aussi par des journalistes qui peuvent amener aussi différentes options, qui peuvent aller chercher différents intervenants, qui doivent en créer des débats aussi. Ok, l'omnibus, moi j'ai une position très claire, je peux en parler,
quelles sont les raisons pour lesquelles on les a mis sur la table. On peut avoir un débat pour que ça soit beaucoup plus démocratique et que les gens comprennent d'abord pourquoi il a été mis sur la table et que du coup, ça c'est un processus beaucoup plus logique. Mais pour ça, il nous faut de l'espace médiatique. Il n'y a pas d'espace de débat aujourd'hui autour de l'environnement. Pas du tout. C'est juste accepté, sous radar. Et quand nous, on interpelle, c'est un one-shot aussi. Ce qui est souvent très inefficace dans la presse, c'est que les one-shots, c'est une lecture et puis c'est fini. Tandis que si c'est un suivi dans les émissions, si c'est un suivi même à travers différents débats, du coup, ça découle des articles. Enfin, il faut un suivi minimum pendant 1 ou 2 semaines, l'idéal. Ça, c'est l'idéal. Aujourd'hui, il n'y a pas ça. Si l'on résume ce qu'Adélaïde Charlier déplore ou reproche aux médias belges, c'est d'abord le manque d'intérêt pour la politique européenne et particulièrement la politique européenne environnementale. De plus, selon elle, il n'y a pas assez de débats sur l'environnement dans l'espace médiatique. Et enfin, quand Adélaïde Charlier parle d'intervention en one-shot, c'est-à-dire unique ou isolée, elle critique le manque de suivi sur une actualité climatique importante, telle que la directive Omnibus. En 2 mots, la directive Omnibus, elle vise à alléger certaines contraintes du Green Deal pour les entreprises en Europe. Elle est donc vue par certains comme un ralentissement de la transition écologique européenne. Et si l'on cherche du contenu sur cette directive Omnibus sur le site de la Libre Belgique, on se rend compte qu'à part Adélaïde Charlier via sa chronique, aucun journaliste n'a vraiment décrypté le sujet. La discussion se poursuit et Adélaïde Charlier me dit que pour lutter contre ce manque de suivi de l'information climatique, il faut des règles plus strictes au sein même des rédactions. À partir du moment où dans le paquebot, il n'y a pas la direction qui est donnée de dire on va parler X% minimum du dérèglement climatique, ça ne va pas se faire. Parce que c'est un travail qui fait pas le buzz, parce que c'est un travail qui nécessite une recherche beaucoup plus profonde que juste l'actualité de maintenant, parce que c'est pas une actualité constante, parce que c'est moins tangible, et donc le travail de recherche est beaucoup plus intense et profond. C'est beaucoup plus un travail, par exemple, d'investigation que de presse quotidienne, et donc c'est différents types de journalisme qui devraient se mettre en œuvre, et c'est le type de journalisme dans lequel on n'investit plus aujourd'hui, le journalisme de l'investigation, alors que c'est hyper nécessaire maintenant, surtout sur les questions de dérèglement climatique, pour pouvoir savoir en fait quelles solutions on met en œuvre pour aider les citoyens à voir la différence entre qu'est-ce qui est du greenwashing, qu'est-ce qui n'est pas. C'est exactement le type de journalisme dont on a besoin maintenant. On ne l'a pas, et à la tête des directions de différents médias en Belgique, on n'a pas des personnes qui sont touchées par ces questions-là, qui voient pas l'inquiétude et qui voient surtout pas la responsabilité médiatique nécessaire. D'où ce qui se passe en France beaucoup et qui va se passer de plus en plus en Belgique aussi, l'arrivée des médias indépendants qui sont essentiels et qui prennent de plus en plus de place sur les réseaux sociaux aussi. Et en fait, c'est eux qui font le taf aujourd'hui. Le manque d'informations sur le climat, Adélaïde Charlier veut aussi le combler avec The Bridge, une ASBL qu'elle a créée en 2024 avec d'autres militantes telles que Chloé Nicolas-Jack, Laurie Pacienza et Lucie Moreau. Le but, servir de contre-pouvoir politique à un niveau européen, mais aussi mieux informer les citoyens, et ce, entre autres, via les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs sur les réseaux sociaux que ma dernière question porte. Je demande à Adélaïde Charlier si pour elle, il est facile de parler d'un problème climatique en s'adaptant au code des réseaux sociaux, c'est-à-dire en créant des vidéos d'environ 1 minute à peine. C'est hyper dur. En fait, tu dis 1 minute et du coup, je vais faire un aparté. J'ai quand même passé 1 an et demi chez Énergie pour essayer de parler du climat. Et du coup, ils avaient créé à ce moment-là la minute pour le climat d'Adélaïde Charlier. Et du coup, là, j'avais aussi le challenge sur Énergie en 1 minute. Je devais décrypter un truc. C'était hyper dur. Donc voilà, mais c'est un challenge que je prends depuis toujours et que du coup, j'avais testé aussi sur Énergie. Je ne sais pas à quel point j'ai eu un impact là, mais pour moi, c'était encore aussi une fois important d'aller sur la radio Énergie qui est
écouté par les gens, mais pas pour entendre parler du climat. Donc justement, tu vas là où les gens en fait n'ont pas envie de t'écouter, mais sinon tu les touches jamais. Donc ça, c'est le challenge. Et puis en 1 minute, c'est hyper dur parce que la réalité est que c'est pas sexy et surtout que les gens, quand ils sont sur les réseaux, ils sont pas nécessairement là pour s'informer, pas que là pour s'informer, ils ont envie de se relaxer. Et au-delà de ça, l'algorithme ne valorise pas le contenu politique. Et nous, non seulement on informe sur l'environnement, on n'informe pas genre sur les dernières espèces qui ont disparu, on informe sur des trucs très politiques liés à l'environnement. Et donc, c'est pas du tout poussé par l'algorithme, c'est pas intéressant pour les gens qui cherchent du divertissement. Des fois, ça aide pas l'algorithme parce que les gens n'interagissent pas. Et donc, franchement, la communauté qu'on a, elle pourrait buzzer de dingue si on faisait des vidéos de danse et si on suivait les trends, quoi. Et nous, moi, je suis pas les trends. Peut-être que je devrais le faire plus. Il y a quand même des codes que tu connais. Il y a des codes, oui, qu'on essaie de suivre. Non, c'est sûr. Mais du coup, juste pour dire déjà, je pense qu'on pourrait toucher beaucoup plus de personnes si on ne parlait pas de politique. Mais nous, on parle de politique, d'environnement, sur des réseaux sociaux avec un algorithme qui ne pousse pas ça. Donc, on essaye de le contrepasser en faisant déjà des trucs hyper interactifs. Donc, il faut que les vidéos aillent assez vite, il faut qu'elles soient pas trop lentes. Et donc, une vidéo qu'on a sortie hier, c'était un micro-trottoir. Et où, en fait, là, j'aurais bien aimé plutôt décrypter en 5 minutes pourquoi c'est problématique les PFAS et qu'est-ce qui se passe au niveau européen. Et on aurait pu en faire 5 minutes de vidéo. Et en fait, on n'a rien dit. On a juste dit en 1 seconde, l'Union européenne parle des PFAS. Qu'est-ce que les gens pensent de ça? Et en fait, du coup, on a introduit le sujet. Et en fait, peut-être que l'important, c'est pas que les gens connaissent tous les détails des PFAS, parce que ça, s'ils le veulent, ils peuvent aller chercher l'info. Mais c'est comment ils savent que ça existe. Et donc, c'est un peu la première base. Et après, on pourra aller plus loin dans l'explication. Mais oui, on joue évidemment avec les codes. On essaye, mais on n'est pas encore des pros. Et je trouve que c'est quelque chose sur lequel on doit vraiment s'améliorer. Moi, en tout cas, j'aimerais m'améliorer sur ça. Mais c'est pas facile. Et puis, il faut utiliser la personnification sur les réseaux sociaux, ce qui est quelque chose qui est à l'encontre dans le mouvement social ou dans le mouvement environnement. C'est que tu n'as pas nécessairement envie que ça soit représenté par une personne. Mais moi, je joue complètement sur ça, sur les réseaux sociaux. Je joue la personnification, je joue sur ça dans les médias, parce qu'en fait, c'est les codes qui fonctionnent pour tout ce qui est public, quoi, entre guillemets. Donc ça, même si c'est pas quelque chose que je trouve qui renforce le mouvement, ça renforce le message et du coup, j'ai décidé de jouer ça à fond. C'est déjà la fin de cet épisode 5 de Déter et je n'ai pas oublié mon petit carnet de journaliste climatique. Je l'ouvre en page 5 et écris rapidement 3 points à retenir de cet épisode. Le premier, pour Adélaïde Charlier, cela manque d'investigation et de longs débats sur l'écologie dans les médias en Belgique. Le deuxième, pour faire entendre sa voix en tant que militant climatique dans les médias traditionnels, il faut aujourd'hui jouer des coudes et s'imposer. Tous les médias ne voient pas l'intérêt de parler du climat, en tout cas selon Adélaïde Charlier. Et le troisième, même pour une jeune très active sur les réseaux sociaux comme Adélaïde Charlier, il est très difficile de parler d'actualité climatique pour des raisons de longueur, d'intérêt du public et d'algorithme. Dans le prochain épisode, nous irons à la rencontre d'un homme qui est fier de compter Adélaïde Charlier parmi ses chroniqueurs et chroniqueuses, mais qui dénonce les actions de Code Rouge, un mouvement anticapitaliste écologique et de désobéissance civile non violente, mouvement dont Adélaïde Charlier fait partie. Pour la première fois dans Déter, nous allons explorer un point de vue journalistique plus détaché des sujets climat, le point de vue de Dorian Deméus, rédacteur en chef de la Libre Belgique. Merci beaucoup pour votre écoute et à très vite pour l'épisode 6 de Déter.